Premium Télévision vous propose Pièce contre pièce, votre nouvelle émission de débat politique ouverte à tous les courants de pensée politique ou apolitique et où s'opposent sur un même plateau et au sujet d'une thématique, non pas des hommes ou des femmes, mais des opinions, des idées exprimées par des analyses contradictoires. Pièce contre pièce, 45 minutes pour vous convaincre, argument pour argument, pièce contre pièce. À suivre exclusivement sur Premium Télévision. Processus électoral en République démocratique du Congo, élection 2023. Qui faire confiance pour les scrutins de 2023? La question trouvera bel et bien la réponse dans cette émission, pièce contre pièce, mais également nous aborderons la question sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et finalement, nous allons chuter sur le coup de poing de la ville-province de Kinshasa, justement initié par le gouvernement provincial. Que reprochez-vous à ce gouvernement provincial? Toutes ces questions trouveront bel et bien des réponses dans cette émission pièce contre pièce, dont justement j'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux Monsieur Jonathan Eléo. Il est juriste, mais également secrétaire général d'un parti politique, Tous pour le Congo, un parti justement logé dans l'opposition. Bonjour et bienvenue. Merci M. Kapena et merci à vos téléspectateurs et ainsi qu'à toute l'équipe qui nous a très bien reçus aujourd'hui. Très bien. Alors nous allons justement commencer par là, d'entrée de jeu. Qui faire confiance en 2023 par rapport aux enjeux qui se pointent à l'horizon? Vous savez, le processus électoral congolais est arrivé, on peut dire, à maturation. On a eu les premières élections de 2006 qui étaient pour le moins expérimentale, avec 2 tours, avec une campagne assez violente, avec des armes qui ont parlé à la fin, qui ont parlé juste après les urnes. Il y a eu le processus de 2011 qui était un peu plus chaotique, mais c'était le début de l'autofinancement. Il y a eu 2018 avec l'alternance. Et là, on peut considérer que le scrutin de 2023 sera celui de la maturité, ou plutôt celui de la maturation. Lorsque vous arrivez à 4 scrutins électoraux, vous ne pouvez pas... il y a des erreurs que l'on ne peut plus commettre. Ce qui malheureusement semble être le cas. Et pourtant, on a eu l'expérience déjà des élections. Les équipes qui sont à la CENI, hormis les équipes dirigeantes qui changent, les équipes techniques sont toujours les mêmes. Une chaîne comme Premium, ce qui fait de cette chaîne une institution, ce n'est pas celui qui la dirige. C'est ceux qui contribuent chaque jour comme vous et toute l'équipe technique. C'est la même chose avec la CENI. Sauf qu'on constate que malgré les changements de tête, les mêmes erreurs reviennent. On voit le processus électoral qui est, pour ne pas dire chaotique, qui est en dents de scie. Vous avez par exemple, je donnerai un exemple, chez moi à Kataroukombe par exemple, le processus est censé avoir débuté le 25 janvier, mais force est de constater que jusqu'aujourd'hui, il y a de ces villages, il y a de ces contrées qui n'ont toujours pas reçu leur premier électeur. La différence des centres entre le Haut-Katanga qui attend 3 millions et 3 millions et quelques d'électeurs et le Kasaï oriental qui n'en attend qu'1 million ou quelque chose comme ça, la différence de la répartition des centres, elle est flagrante. On ne peut pas aujourd'hui regarder cette élection en se disant que c'est un processus qui est arrivé à maturation. Justement, le problème c'est à quel niveau? Dans la façon de faire les choses de la CENI, l'organisation ou le manque d'un consensus justement dans ce processus? Vu que je parle de maturité ou de maturation du processus électoral ou du processus démocratique dans ce pays, je ne peux pas lier les questions politiciennes, politico-politiciennes aux questions techniques. Il est de ces questions techniques qui ne relèvent pas du consensus ou des humeurs des uns et des autres. Les élections sont là pour chaque citoyen. On n'est pas comme en Belgique où le vote est obligatoire. Celui qui ne voudra pas aller voter n'ira pas. C'est un droit aussi, le refus de voter. Malheureusement, c'est aussi ça la démocratie.
Très bien. Alors, concernant justement ces processus, le problème qu'on peut évoquer dans ces processus, c'est qu'il y a une frange des citoyens congolais qui pensent qu'il n'y a pas consensus, plutôt il y a une autre frange aussi qui pense que voilà, il faut y aller, d'autant plus que le train est déjà en marche. Comment analysez-vous cette façon de faire des choses de nos politiciens nos jours? Je pense qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas de la classe politique qui est décriée aujourd'hui, je ne suis pas élu. C'est vrai que j'ai des... En tant que Congolais, évidemment, vous êtes un citoyen congolais. Quelques années d'engagement politique, bien entendu, mais je pense qu'aujourd'hui, notre souhait, à moi en tout cas, et surtout je pense celle de ma génération, c'est de faire les choses autrement. Vous savez, le seul consensus qui compte dans les élections, c'est quoi? C'est le consensus qui a été pris en 2005, qui a donné le 18 février à une constitution. C'est ça le consensus que nous voulons. L'application de cette constitution. Que dit la constitution? La constitution dit que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois. Les élections présidentielles sont convoquées 3 mois avant l'expiration du mandat du président en fonction. C'est ce que dit la Constitution. Je ne sais pas à quel consensus on doit aller pour désigner les acteurs de la CENI. C'est clair qu'aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Il y a eu ce qu'il y a eu, mais aujourd'hui, comme disait le président Kabila à l'époque, le chien avale, la caravane passe, mais attention, la caravane peut écraser le chien. C'est une phrase que le président Kabila sortait à l'époque en 2005 lorsque l'UDPS boycottait les élections. Donc je pense qu'aujourd'hui ceux qui veulent le consensus le disent de manière voilée, qu'ils veulent aller à des négociations. Je reprendrai encore une phrase toujours de Joseph Kabila à l'époque, où il disait clairement je suis fatigué des négociations, des conciliabules et des dialogues. Je veux qu'on aille aux élections. En tout cas, je crois que c'est une phrase qui aujourd'hui est reprise par l'ensemble de la population congolaise. On est fatigué de ces gens qui vont se retrouver autour d'une table un peu comme celle-ci. Ils vont partager des coupes de champagne et des repas de caviar pour à la fin s'octroyer des postes pour faire 2 ans où rien ne va changer. Aujourd'hui, le peuple veut aller aux élections, le peuple veut, ce que moi j'ai toujours plaidé, c'est-à-dire le grand remplacement de la classe politique congolaise, et cela ne passera plus par les armes, ça passera uniquement par les urnes. Et allons aux élections, arrêtons ces subterfuges de demande d'emploi déguisés en bonne conscience. Très bien. Alors, concernant déjà les quelques cycles électoraux connus dans notre pays, c'est-à-dire nous avons déjà une jurisprudence qui peut nous amener à bien faire les choses en 2023. Mais qui faire confiance? À qui faire confiance? Vous voulez parler du candidat? Justement, c'est lui qui doit y prendre la tête de ces pays en 2023. Je ne vais pas faire de langue de bois. Si moi je suis candidat, je dis à vos téléspectateurs, si je me présente, votez pour moi. C'est de bonne guerre. Mais pour ce qui est de manière générale, faisons un profil du président. Je ne sais pas si ça vous dérange. Qu'on fasse un robot, un portrait robot de celui que les Congolais veulent à la tête. Les Congolais veulent un homme, c'est vrai, sympathique, au demeurant, mais ferme. Les Congolais veulent un homme ouvert d'esprit, mais exemplaire et expérimenté. Les Congolais veulent un homme ou une femme, hein, ça peut être un homme ou une femme. Les Congolais veulent un citoyen patriote qui n'acceptera jamais de céder le moindre centimètre carré de ce pays et qui ne laissera pas le moindre citoyen congolais dans la misère. C'est tout ce que les Congolais veulent. Les Congolais ne veulent pas que je vienne vous décrire physiquement, est-ce qu'il sera grand, est-ce qu'il sera petit. Les Congolais veulent que le président ou les élus de 2023 soient des citoyens qui soient plus préoccupés par le bien-être collectif, comme disait je ne sais plus qui encore, qui s'occupe plus de donner de l'eau à tous plutôt que du champagne pour lui. Très bien. Je rappelle que je suis en train de recevoir sur ces plateaux Maître Jonathan Eloo. Je rappelle qu'il est secrétaire général d'un parti politique, Tous pour le Congo. Pourquoi Tous pour le Congo? Bon, Tous pour le Congo, c'était une manière de nous placer au-dessus des clivages. Nous ne voulons pas être un parti, comme on dit ici,
de gauche ou de droite, alors que ça ne suit nullement l'idéologie. Je crois qu'un parti reflète son idéologie et notre parti aujourd'hui s'inscrit dans une idéologie patriote et surtout nationaliste qui fait que sur la lignée des gens comme naturellement Patrice Emery Lumumba ou bien d'autres, nous voulons aujourd'hui rassembler les Congolais au-delà de toute génération, au-delà de toute condition sociale, au-delà de toute ethnie et surtout au-delà de tout clivage possible pour qu'on ait ensemble un seul objectif, c'est-à-dire le Congo. Donc on est pour le Congo. Très bien. Alors nous allons justement rester dans ce processus électoral avant justement d'échanger des thématiques pour parler de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Alors le processus, comment analysez-vous le travail fait par la CENI actuelle, c'est-à-dire la CENI de Denis Kadima, ou quel est le parallélisme que vous établissez entre la CENI Kadima et la CENI Nanga? Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on dire que le travail que nous fournit la CENI, c'est un travail de qualité? Je pense que c'est un peu trop tôt pour comparer. Le président de la CENI, l'ancien Corneille Nanga, avait eu, je crois qu'il a été désigné en 2015, il a eu 3 ans pour faire ces élections. Le président Nanga n'a pas été capable d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Il a organisé la première alternance, mais on se souviendra du chaos qu'il y avait à l'Assemblée nationale après son élection. Donc je pense que les comparer tous les deux aujourd'hui serait malvenu parce que le président actuel de la CENI est en train de faire face à un challenge qui n'a jamais été réussi, c'est-à-dire organiser par exemple les opérations d'enrôlement dans un temps record, dans un temps extrêmement réduit. Il a quand même 50 millions de personnes. En tant que technicien, il a dit que c'est possible qu'il puisse faire ce travail-là. Vous avez, n'est pas Congo qui veut et le Congo n'est pas partout. Vous avez beau être technicien où vous voulez, quand vous arrivez au Congo, sachez que vous arrivez, c'est un voyage en terre inconnue. Ceux qui prétendent connaître le Congo comme leur poche se trompent généralement et c'est généralement un défaut de modestie qu'il faut relever. Lorsque on arrive dans un pays comme le Congo et qu'on doit organiser les élections pour 50 millions, pour rappel, en dehors du Nigeria, il n'y a aucun pays en Afrique qui organise des élections à 50 millions d'électeurs. C'est une élection. Donc, il n'y a que le Nigeria. Il n'y a que le Nigeria. Et je crois que sur les 10-15 prochaines années, il n'y aura pas d'autre pays qui aura. Et surtout, c'est un pays avec 50 millions d'habitants, mais avec si peu d'infrastructures. Vous avez beau avoir vos diplômes à Harvard, à Yale, ou comme moi, à l'UPC. Ce n'est pas garanti que vous soyez le technicien parfait. Et ceux qui pensent qu'ils le sont se trompent. Donc je pense que comparer aujourd'hui Corneille Nanga, ça sera en fin de course, lorsqu'on verra la qualité au regard du travail, justement, produit, parce qu'aujourd'hui, très contesté sur terrain avec la qualité du travail. Exemple, la carte qui nous est fournie. Il y a ceux qui pensent que la carte n'est pas visible, il y a ceux qui pensent que la photo est en noir et blanc, il y a plusieurs critiques qu'on a émis sur cette carte. Voilà pourquoi on veut un peu en savoir plus. Les Congolais n'ont pas besoin de leur carte, de voir la couleur de leur carte. Les Congolais n'ont pas besoin. Généralement, je crois que ça c'est un peu comme si vous allez à votre mariage et que la couleur de votre costume ne vous plaît pas. C'est vrai que c'est très justement, beau. Quand vous partez dans un mariage, il faut nécessairement faire un bon choix. Je parle de votre mariage à vous. Évidemment. De votre mariage à vous. Avant d'en arriver là, il faut justement avoir ce sont les accessoires. Le costume qui vous plaît. Ce sont les accessoires. Si vous arrivez devant l'officier de l'état civil en costume rouge, alors que vous avez prévu de vous mettre en vert, et que vous vous mariez, à la fin, le résultat est le même. Moi, je préfère juger les gens à la fin. Je préfère les voir le résultat de ce qu'ils ont produit, plutôt que de juger les accessoires. La carte d'électeur, c'est vrai qu'elle n'est pas jolie à voir, hein, on va se dire la vérité. Mais écoutez, on peut dire ça de tout et on peut changer la carte d'électeur aujourd'hui. Ce qui ne doit pas changer, c'est la date des élections, c'est la bonne tenue du scrutin. Très bien. Et ces deux événements ne sont pas liés à la qualité de la photo de la carte d'électeur. En tout cas, c'est mon point de vue. Très bien. Alors, nous allons changer de thématique tout de suite pour aborder la question sur la situation sécuritaire
Dans la partie est de la République démocratique du Congo, quelle alternative justement pour en finir avec tous ces massacres, toutes ces tueries et tout ce qui se passe, ces atrocités dans la partie est? Quelle alternative? Est-ce que devons-nous compter sur des forces étrangères ou devons-nous compter sur nous-mêmes? Vous savez, je parlais il y a quelques années de la relation du flirt manifeste qui avait eu lieu entre le président Tshisekedi et le président Kagame. Je parlais d'un cadeau empoisonné bien vendu. C'est-à-dire, on savait tous, dès le départ, que le Rwanda n'était pas encore prêt pour participer pleinement à la stabilisation de la région des Grands Lacs. On le savait. Lorsque l'ambassadeur Karega a été nommé, je me souviens de la note du feu général défunt Kayimbi qui parlait justement de la dangerosité de ce monsieur. Je me souviens des manifestations qui avaient lieu devant l'ambassade du Rwanda. Qui donnait crédit à cet homme? C'était le président Tshisekedi. Qui a signé une lettre de demande d'adhésion à l'EAC adressée au président Paul Kagame? C'était le président Tshisekedi. Qui a demandé, qui a écrit que les victimes de l'Est du Congo étaient des victimes collatérales du génocide du Rwanda? C'est encore le président Tshisekedi. Qui a autorisé Rwandair à circuler dans ce pays? C'est le président Tshisekedi. Aujourd'hui, ce qui se passe, la situation, elle date de 25 ans. On est totalement d'accord. Mais l'aggravation que l'on vit aujourd'hui, elle est due au fait de... je ne vais pas parler de naïveté, mais je vais parler de l'endormissement dont a été victime le président Tshisekedi pendant 4 ans. Alors vous pensez, est-ce que ce n'était pas dans l'optique d'avoir des bons voisinages, des échanges commerciaux et ça et là? Peut-être c'était dans cette optique. Vous savez qui veut la paix prépare la guerre. Qu'est-ce qui a été fait pour réformer notre armée pendant qu'on essayait de parler bien avec Kagame? Rien, à part les changements de tête. Qu'est-ce qui a été fait pour notre armée en termes de son renforcement de capacité, le renforcement de ses positions? Rien. On a dit, on va faire des accords avec eux. Écoutez, quand vous voulez manger avec le diable, ne venez pas avec une fourchette. Il mangera avec une fourche. Prenez une fourche. Parce que si vous venez avec votre fourchette, à la fin du repas, c'est vous qu'il va manger. Lorsque tout le monde décriait ici, je me souviens par exemple des maisons qui voulaient être offertes, le village qui voulait être construit à l'époque. Lorsque ce village devait être construit, toute la population disait non. Qui a dit oui et puis a dit non? On leur a offert le Congo sur un plateau d'or. On va dans l'EAC où la présidente de la Tanzanie, celle qui a remplacé le monsieur qui était mort là, elle dit le Congo est un grand marché pour nous. Le président actuel du Kenya, vice-président en son temps, William Ruto, je crois, il déclare, les gens qui ne font que danser et chanter à côté là, ils n'ont même pas une vache, allons leur vendre du lait. En parlant du Congo, Kagame, on connaît ses velléités hitlériennes, on va dire expansionnistes hitlériennes, parce que lui, c'est vraiment le modèle hitlérien. On va l'appeler mon frère, on va l'inviter au stade de martyrs, on va faire dire à la population, Yonani, Oboya Kagame. Lorsque vous êtes entouré de ces gens-là, pourquoi vous allez vous asseoir à cette table-là? Où sont passés nos alliés historiques? La SADC, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud. Où sont-ils aujourd'hui? En dehors de ces alliés historiques, le Rwanda, l'Ouganda et les autres restent nos voisins éternels. Donc on ne peut pas s'en passer. Ils restent nos voisins. On doit avoir une politique diplomatique de bon voisinage, évidemment. Le bon voisinage n'exclut pas. Le bon voisinage, retenons ceci, le bon voisinage n'exclut pas la méfiance de chaque riverain. Le Rwanda surveille ses frontières. Vous savez, lorsque vous êtes à Goma et que vous prenez la petite barrière au niveau de l'hôtel Iusi pour aller au Rwanda, vous subissez des contrôles. Mais vous êtes libre d'accès. Vous n'entrez pas comme ça. Et c'est la même chose de notre côté. Mais ça veut dire qu'on a des relations de bon voisinage parce que les enfants quittent le Rwanda pour aller à l'université au Congo, à l'UP, l'université des Grands Lacs de Goma. Et il y a des mouvements inverses qui se font. Et même les prostituées font le chemin. Donc ça veut dire qu'on a des relations de bon voisinage. Mais en termes de matière régalienne, il faut savoir choisir ses alliés. Aujourd'hui, la France et la Belgique
son voisin peut-être au niveau géographique. Ce qui les réunit, c'est quoi? C'est l'Union européenne, mais ça n'a pas toujours été le cas. Léo, les bons voisinages, donc les relations de bon voisinage dont vous faites allusion, c'est entre les deux régimes ou entre les populations? En vous entendre parler, ces bons voisinages-là, c'est entre les populations. Mais naturellement, parce que il y a c'est la population, des échanges sociaux, c'est les échanges commerciaux. Mais entre les deux régimes, c'est là où le en bas matière blesse. de régime, alors là, je répète que les matières régaliennes d'un État ne se traitent pas avec n'importe quel allié. Elles ne se traitent pas. La Russie et l'Ukraine sont voisines aujourd'hui. La Russie et l'Ukraine sont voisines, mais sont en guerre. Ça veut dire que le premier qui vous fera la guerre, c'est votre voisin. Si les populations s'entendent bien, c'est un gain. Mais s'il faut vous protéger, c'est dans le cerveau que ça se passe. Et aujourd'hui, on a laissé rentrer. Aujourd'hui, on a une partie de ce territoire qui est sous contrôle de forces étrangères. Très bien. En français, ça s'appelle la balkanisation. Si vous permettez, ça s'appelle de la balkanisation. Et aujourd'hui, vous voyez le Congo-Brazza. C'est un voisin à nous. Est-ce que le Congo-Brazza essaye d'entrer tout le temps à l'Équateur? Donc, naturellement, avoir des relations régaliennes avec le régime du président Sassou Nguesso ne dérangerait personne. La Centrafrique est notre voisine aussi. Le Congo a 9 voisins. Et j'ai entendu, et c'est important de le rappeler, on a entendu pendant 4 ans des gens, je me souviens du ministre de la Communication qui disait, lorsqu'on lui parlait des incursions rwandaises, il disait, oui, c'est pas facile, c'est des choses qui arrivent lorsqu'on a 9 voisins. Non, lorsqu'on a 9 voisins mais qu'on est le Congo, on doit savoir qui on est. Lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas ce que vous faites de Très ce bien. que vous êtes. Quelle alternative enfin pour mettre hors d'état de nuire tous ces groupes rebelles dans la partie Est? L'alternative, premièrement, à mon niveau, je réfléchis vraiment de très loin, c'est qu'il y a d'abord mettre fin à la naïveté de nos dirigeants. Ça veut dire qu'on arrête de croire que le Rwanda sera l'ami du Congo aujourd'hui. Le Congo sera, les Rwandais seront les amis des Congolais. Ça, on le sait, même les dirigeants les décrivent partout. Mais le Rwanda, il y a Rwanda, quand toujours je des parle déclarations. du Rwanda, je parle de l'appareil étatique rwandais aujourd'hui, est conçu pour nuire au Congo. Et le Congo doit le savoir. C'est pour ça que je parle de fin de naïveté. Premier élément. Deuxième élément. Aujourd'hui, il faut donner les moyens à nos forces armées. Mais pas seulement donner les moyens tactiques également. Vous vous rendez compte qu'il y a des jeunes qui sont enrôlés pour entrer dans l'armée à Kinshasa. Ils ne parlent pas Swahili, ils ne parlent pas Kinyarwanda, ils ne connaissent pas la région. On les envoie au front. Ils ne parlent pas bien avec la population locale, ils ne parlent pas bien avec... ils ne se comprennent pas déjà entre eux. Et on se retrouve avec de la chair à canon. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'honorable Nembalemba à qui on a rétorqué « Nyos Zaratea traité ». Il y a aujourd'hui les moyens tactiques et les moyens financiers qui doivent être accrus au niveau des forces armées. Troisième élément, et je vais chuter par là, il y a aujourd'hui une nécessité de clarté dans les relations avec le Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda nous demande? Le Rwanda nous demande d'évacuer les FDLR, d'arrêter toute collaboration avec les FDLR. Si aujourd'hui il s'avère qu'il y a encore des FDLR sur le sol congolais, faisons-les partir, puisque ces gens ne devraient déjà pas être à la base si proches de la frontière du pays où ils ont été déportés, d'où ils sont venus. Il faut aujourd'hui faire partir les FDLR qui posent autant de problèmes. C'est des forces, nous on se complaît du fait que c'est des forces qui ne font pas de mal à la population. Ça peut être vrai, mais pour eux c'est un danger permanent. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le leur remet. On leur remet leur force. Parce que c'est le mal qui a commencé. Après, je ne suis pas un expert en matière de sécurité, je ne suis encore moins un expert en matière diplomatique. Je réfléchis comme tout citoyen, mais je préfère le premier point, qui est la fin de la fin de la naïveté de nos dirigeants qu'on a constaté depuis bien des années maintenant. Très bien, merci beaucoup. Alors nous allons justement changer de thématique pour ces quelques minutes qui nous restent pour parler de ce coup de poing sur la ville-province de Kinshasa dans plusieurs artères de la capitale. Le gouvernement provincial a justement décidé de faire un coup de balai, de nettoyer. Toutes les constructions anarchiques sont en train d'être détruites ou démolies, si vous le voulez bien encore. Qu'est-ce que vous reprochez? D'abord, l'analyse par rapport
à cette opération et qu'est-ce que vous pouvez reprocher au gouvernement provincial? Premièrement, de ce que je peux savoir, c'est que l'État a le monopole de l'usage de la force. Ça, c'est le premier point. Donc, on parle d'une opération coup de poing, donc on voit une expression de la force publique. L'État a ce monopole. Cependant, l'État a, conformément à l'article 35 de la Constitution, le devoir de promouvoir le petit commerce, l'art, l'entrepreneuriat et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui comme situation? Revenons aux origines. La population se réveille un matin, le gouverneur, sur base d'un édit, se décide de casser et même d'empiéter sur des propriétés déjà construites depuis bien des années. Parce qu'on parle souvent des horeca, donc des hôtels, restaurants et cafés qui ont été victimes, mais il y a aussi des riverains, des gens qui habitent le long des avenues qui ont été victimes de tout cela. J'adresse mes pensées à toutes ces familles qui ont été éplorées depuis et pour celles qui le seront bientôt. Il y a aujourd'hui dans ce pays une procédure qui permet l'acquisition d'espaces ou de terrains. Qui a donné à ces gens l'autorisation de construire? Parce que lorsqu'ils ont construit, ils ont des documents d'autorisation de bâtir. Qui le leur avait donné? Premier élément. Deuxièmement, lorsqu'ils ont vendu, qui a fait certifier le terrain sur lequel ils ont bâti leur maison? Tous ces gens ne sont pas inquiétés. Deuxième élément, lorsque vous parlez de démolition, il n'y a eu aucune bienveillance dans l'opération. J'ai trouvé même cynique de voir le gouverneur de la ville prendre un malin plaisir à faire une partie de jeu de dames pendant que les bulldozers cassaient. Comment on peut être aussi cynique envers sa propre population? C'est ça qu'on parle quand on parle de l'État Mouyini. Comment on peut, pendant que vous cassez, pendant que des familles pleurent, vous vous amusez devant les caméras à Est-ce faire que toutes une ces partie familles de dames? n'étaient pas averties, justement? Il n'y avait pas un moratoire qu'on avait accordé, justement, à toutes ces familles pour prendre des dispositions nécessaires? Apparemment, ça se décide 48 heures avant. Mais écoutez, pour des familles qui vivent, pour des commerçants Il y a ceux qui parlent de tournent, 6 mois avant. Ils ont reçu des notifications. On se connaît aujourd'hui. Le même Mais ça monsieur s'est qui a fait- cassé les bars, qu'il nous dise où en est le grand marché qu'il a cassé depuis 4 ans. Pensez-vous réellement que dans 48 heures, l'État qui vous envoie une notification dans les 48 heures qui suivent venir démolir? Vous pensez exactement sur... Je pense qu'on est dans une ville de 20 millions d'habitants avec une ville, avec un hôtel de ville, un gouvernement provincial qui ne gère que 2 marchés. 2 marchés. Le marché de Liberté et le grand marché. Tous les restes de marchés que vous voyez sont sous la responsabilité des communes, avec les moyens, les faibles moyens qu'ils ont. On est dans une ville, et de ces 2 marchés, il y en a un qui est carrément démoli totalement. Où les gens avaient payé, c'est des investissements que les gens avaient faits. Aujourd'hui, ce que moi je reproche à cette opération, ce n'est pas le débat, je ne veux pas rentrer dans le débat légal. Et puis je suppose que quand ils ont commencé cette histoire, à Obandi aussi les Sango. Donc ça veut dire qu'il faut avoir de solides bases légales et surtout de très bons avocats. Parce qu'on se souvient d'André Kimbuta et de l'espace Tembe na Tembe, et on se souvient de comment ça s'est fini en justice. C'est-à-dire l'État a le monopole de l'usage de la force, mais l'État n'est pas habilité à abuser de sa force. Ce qui se passe, je prends ça vraiment sous le prisme sentimental, c'est que je vois des familles qui pleurent, des grincements de dents, des investissements qui tombent à l'eau, et un gouverneur qui fait une partie de dame, un vice-gouverneur qui se moque carrément d'eux. Ce n'est pas comme ça qu'on traite la population. Justement, faites de vous ce que vous êtes. La beauté des textes a été toujours trahie par l'applicabilité sur terrain. Êtes-vous d'accord avec des constructions anarchiques? Non. Mais comment on constate une construction anarchique? Est-ce après construction ou est-ce au moment de l'autorisation? Comment vous pouvez appeler une construction anarchique quelque chose qui a eu un certificat d'enregistrement? Et quelqu'un qui s'est dans le luxe d'avoir un certificat de construction ou d'acquisition, mais sur un caniveau? Non, ça c'est des empiètements. Lorsqu'on parle de construction anarchique, au sens de l'opération coup de poing, tous ces gens qui ont été cassés, c'est pas tout le monde qui est sur un caniveau. Il y a eu peut-être un cas sur Willery, je crois, avec un restaurant peint en jaune comme ça.
Ça, c'était, oui, c'était des cas. Mais dans tout ça, moi, la responsabilité, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, vous savez. Lorsque vous regardez aujourd'hui que ces gens ont construit, ils ont commencé à ouvrir leur commerce, ils ont commencé à faire tourner, à payer des gens, et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Où étaient les services d'hygiène de la commune ou de la ville pour faire ça? Vous voyez, en fait, on veut couvrir les manquements de la ville par cette opération. Je vous dis, vous allez voir toutes ces constructions détruites, vous n'allez voir aucunement la manière dont elles vont être déblayées. Très bien. C'est ça la ville dans laquelle nous vivons et la ville telle qu'elle est gérée par ceux qui nous... Merci beaucoup, Monsieur Jonathan. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre dernier mot avant qu'on se sépare? Mon dernier mot, il s'adresse à la jeunesse congolaise. Mon dernier mot, il s'adresse à l'ensemble de cette génération qui n'a pas connu forcément les dernières heures du maréchal Mobutu ou les conseils, comment on appelle ça, la conférence nationale souveraine, qui n'a pas participé à la guerre, qui aujourd'hui n'a que comme seule aspiration de prendre le pouvoir pour changer les choses. Mon dernier mot s'adresse à eux. Qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis qu'on nous a souvent vendu que la jeunesse, c'était l'avenir du pays. Eh bien, c'est faux. La jeunesse, ce n'est pas l'avenir du pays. La jeunesse, c'est le présent. Aujourd'hui, quand vous regardez partout au monde, ce sont les jeunes qui tiennent l'économie. Facebook n'a pas été créé pour l'avenir. Facebook a été créé pour diriger le monde actuel au moment de sa création. Et c'est comme ça. Qui a créé Facebook? C'était un jeune. Aujourd'hui, vous avez Premium Télévisé qui vient changer les choses. Qui sont ceux qui sont aux manettes? C'est des jeunes. Ce n'est pas pour demain que vous faites ça. Vous faites ça pour aujourd'hui. Très bien. Et que ce soit en matière de politique, que ce soit en matière de musique, que ce soit en matière de sport, le Congo n'a pas à être en manque de sa jeunesse. La jeunesse ne doit pas avoir peur d'affronter les événements. On nous dit, vous y allez, ce n'est pas pour vous. Non, nous avons un pays, ce pays nous appartient. Et il est de notre devoir de le rappeler à nos congénères et surtout à l'ensemble de la jeunesse congolaise. Merci beaucoup, Monsieur Jonathan Eléo. Je rappelle que vous êtes avocat, mais également secrétaire général du parti politique Tous pour le Congo. C'était pour moi un réel plaisir de vous recevoir sur ces plateaux, en espérant justement vous retrouver dans les tout prochains jours. Ce sera un honneur, bien évidemment. Merci beaucoup à tous nos fidèles téléspectateurs. D'ici là, portez-vous bien chez vous et au revoir. Premium Télévision vous propose Pièce contre pièce, votre nouvelle émission de débat politique ouverte à tous les courants de pensée politique ou apolitique et où s'opposent sur un même plateau et au sujet d'une thématique, non pas des hommes ou des femmes, mais des opinions, des idées exprimées par des analyses contradictoires. Pièce contre pièce, 45 minutes pour vous convaincre, argument pour argument, pièce contre pièce. À suivre exclusivement sur Premium Télévision.